Y a-t-il un grand réveil en France? C'est ce qu'on peut espérer avec ce titre d'article de la part du JDD. La France, championne du monde de la dépense publique. Agents obscurs, opérateurs inutiles, comités farfelus. Pendant que le gouvernement promet des économies, l'État continue d'engloutir des milliards dans un appareil bureaucratique obèse. Enquête sur ces gabegies qui alimentent la colère fiscale. Bienvenue dans le gouffre insondable de vos impôts engloutis. Cette semaine, le gouvernement a promis 40 milliards d'économies. C'est bien, c'est même louable, c'est pas assez. Mais après des années de laxisme budgétaire, il fallait bien que quelqu'un dise nous ne produisons pas assez ou nous ne travaillons pas assez. C'est tombé sur le Premier ministre contraint de jouer au père la rigueur. Alors je sais pas si arrêter d'atomiser le revenu des actifs c'est jouer au père la rigueur, mais bon. Pendant ce temps-là, l'État continue de mener grand terrain, incapable de se réformer, et donnant de plus en plus l'impression qu'il préfère faire les poches du contribuable que de couper dans son propre gras. Oui, oui, c'est ce qui se passe. Pour rappel, 45% de prélèvements obligatoires, c'est absolument du vol. Commençons par les agences et opérateurs publics. Au concours l'épine de la bureaucratie, la France décroche la médaille d'or. La surprise est globale, personne ne s'y attendait. Dans la catégorie machin inutile, l'État français est imbattable. Non, arrête. Tenez-vous bien. 103 agences, 434 opérateurs, 317 organismes consultatifs. Et encore, la liste est non exhaustive. C'est même pire que ce que je pensais, j'avais 490 en tête. C'est honteux. Tous ces organismes-là, ça dégage à vitesse éclair. Le Sénat tente de faire le tri dans ce capharnaüm via une commission d'enquête. Bon courage à eux. Qui sont-ils? À quoi servent-ils? Et surtout, combien ça coûte? Entre 80 et 107 milliards d'euros par an. Ça va, on peut se le permettre, c'est cool. Pourquoi? Pour faire tourner un mini-État dans l'État, peuplé de plus de 400 000 agents. Ouais, en fait, c'est que là, on a atteint un niveau tellement catastrophique de bureaucratie qu'il faut même des bureaucrates pour contrôler les bureaucrates. Et donc 400 000, c'est plus que le nombre de fonctionnaires en Suisse, juste pour vous donner une idée. De quoi administrer un petit pays, mais pour quel résultat? Rien, aucun. C'est là que ça pique. Car au-delà de la gabegie financière, c'est l'inutilité de certains de ces organismes qui crèvent les yeux. Oui, prenez le Conseil économique, social et environnemental. Plus de 40 millions d'euros par an pour une maison de retraite dorée pour personnalités politiques en pré-retraite. Objectivement un peu orienté, mais est-ce qu'ils ont tort? Autre exemple, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, un nom ronflant pour une usine à gaz bureaucratique où l'on produit plus de rapports que de résultats concrets. Idem pour l'ADEME, censé piloter la transition écologique. Résultat, des subventions qui arrosent à tout va des projets plus douteux que durables. Ouais, l'ADEME c'est dans le top 3 des trucs à dégager, mais instantanément. C'est absolument honteux ce truc. Le Conseil national du bruit. Et puis accrochez-vous, voici le grand bestiaire des comités Théodule, ceux qu'on trouve en se demandant s'ils ne sortent pas d'un sketch des inconnus, l'Observatoire de la qualité de l'alimentation, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, alors qu'on a déjà un ministère, c'est vrai, l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, le Conseil supérieur de la prud'homie. Non mais... Est-ce que c'est possible de faire un truc plus communiste que ça? Le Conseil national des opérations funéraires, si si, la Commission nationale des titres restaurants, qui a un grand conseil pour les... Apparemment, c'est possible de faire un truc plus communiste. On a un grand conseil pour les tickets de rationnement, c'est quand même pas mal ça. Hein. Celle des professions foraines et circassiennes, le comité consultatif du musée national Fernand Léger, il y en a un pour chaque musée quoi de ces merdes. La commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnelles, l'observation des distorsions, la commission permanente d'œnologie. Non mais qu'est-ce que c'est que tous ces trucs de détournement d'argent là? Le blanchiment d'argent a un grand avenir devant lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis mon préféré, le Conseil national du bruit. Un organisme payé pour réfléchir au bruit. Réfléchir au bruit. À quoi ça ressemble une réunion dans ce truc? Heureusement, certains n'existent plus. Heureusement, ça c'est sûr. Mais voilà où vont vos impôts. Enfin, quand je vous dis dans la vidéo sur la dette qu'il y a vraiment des trucs qui sont faciles à dégager, mais enfin, j'imaginais même pas à quel point la tâche était facile en fait. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Et ce que je viens de vous énumérer, c'est même pas le fond du problème. C'est la partie visible de l'iceberg bureaucratique, car derrière cette façade, déjà bien chargée, il y a les mastodontes. Prenons France Travail, ex-Pôle emploi. Si vous voulez rester sain d'esprit, ne regardez pas le salaire du patron de France Travail.
Budget en hausse, recrutement à l'appel. Mais toujours aussi peu d'efficacité. Offre illégale, recrutement bidon, accompagnement défaillant, et pour couronner le tout, un rapport au vitriol de la Cour des comptes, qui pointe son inefficacité à ramener les chômeurs vers l'emploi. Ouais, alors ça, je crois que c'est 13% des gens qui trouvent un emploi, ça vient de Pôle emploi, enfin de France Travail du coup. Imaginez une entreprise privée qui a ces chiffres-là, elle coule instantanément. Et pourtant, les moyens sont là, 7 milliards d'euros, 56 000 agents, dont 37 000 censés accompagner les demandeurs d'emploi. Ça dégage à vitesse grand V, ça. Alors pose la question que tout le monde s'est déjà posée au moins une fois dans sa vie. Qui, franchement, a déjà trouvé un emploi grâce à France Travail? Voilà, à peu près 13%, je crois. Si vous avez la réponse, écrivez-nous, on en fera une chronique. Le coût de l'immigration. Et puis il y a l'éléphant dans la pièce, celui dont personne n'ose parler, le coût de l'immigration. Jamais intégré dans les débats budgétaires, toujours relégué à la marge. Alors qu'il représente des dizaines de milliards d'euros chaque année. L'exemple le plus absurde, 1 milliard d'euros par an pour financer des associations qui sabotent notre politique migratoire. Alors pas juste pour l'immigration, mais ça affouera à vitesse grand V aussi. Hein. Financer des associations, ce n'est pas le rôle de l'État. Voilà donc quelques pistes au cas où le gouvernement cherchera encore à faire des économies. Il serait temps de regarder du côté de ces inutiles. Parce qu'à force d'attendre, la cocotte minute sociale va finir par exploser. Et cette fois, il ne suffira pas d'un slogan ou d'une conférence pour éteindre l'incendie. Ça, c'est sûr. Alors pour le coup de l'immigration, je sais pas combien ça coûte exactement. J'avais entendu l'été dernier que c'était en positif. Donc on va demander à ChatGPT ce que ça donne vraiment. Estimation du coût net de l'immigration. L'Observatoire de l'immigration et de la démographie, cet organisme estime le coût net de l'immigration entre 35 et 40 milliards d'euros par an. Cependant, cette estimation a été critiquée pour la... Bon ok, on va dire que c'est pas ça du coup. Institut Molinari, dans une étude de 2023, l'Institut avance un coût net de 20 milliards d'euros par an, se basant sur une approche comptable des recettes et dépenses publiques liées à l'immigration. Estimation neutre ou positive. OCDE en 2013, ça remonte un peu loin, 0,5 plus ou moins. Pareil pour la CEPI de 97 à 2011, pareil ça commence à remonter un peu. Et dépenses publiques spécifiques, mission immigration, asile et intégration, projet de loi de 2024, 7,9 milliards d'euros pour cette mission. Et en 2019, la Cour des comptes a estimé 6,6 milliards, en incluant des dépenses telles que l'aide médicale et les politiques d'asile. Ouais, apparemment, ce que j'ai entendu l'été dernier, c'était pas complètement vrai. Bon, ça reste ChatGPT, donc on va rester calme, entre guillemets. On va pas s'affoler sur ces chiffres, mais ça m'étonnerait pas tant que ça. Et deuxième petite news pour aujourd'hui, notre adoré Éric Lombard, hein, comme je l'appelle Ponction Lombert, qui a eu droit à une petite interview dans la Tribune du dimanche pour nous parler de la dette publique, donc on va aussi regarder ça. Vous venez de réviser à la baisse la croissance française de 2025 de 0,9 à 0,7%. L'Observatoire français des conjonctures économiques ne l'estime même qu'à 0,5. Comment tenir les objectifs dans ces conditions? Notre préoccupation première, c'est la dépense publique. Sa maîtrise nous oblige à avancer avec une méthode nouvelle que le Premier ministre a déjà expliquée mardi dernier. Ainsi, comme nous nous y étions engagés pour la première fois dans la vie politique, nous créons un comité... Ah, encore plus de comités! Putain! Eric! Lâche-nous la grappe, Eric! C'est pas si dur que ça, putain! Donc nous créons un comité d'alerte pour suivre l'évolution de notre dépense publique et la bonne tenue du budget, associant parlementaires, syndicats de salariés, entreprises, représentants des collectivités locales. J'ai présidé la première réunion de ce comité le 15 avril où nous avons présenté un ajustement de 5 milliards d'euros afin d'éviter tout dérapage du déficit. Nous le réunirons régulièrement, notamment en juin et en septembre. Ça sent la merde ce que tu nous dis, Eric, là quand même, hein? Petit indice, pour réduire la dépense publique, il faut arrêter de dépenser. Je sais, c'est pas facile à comprendre, mais ça marche comme ça. Moins on dépense, moins on dépense. C'est dingue comme concept, non? Êtes-vous dans les clous? Oui, nous sommes dans les clous, c'est important, car même si le taux d'intérêt baisse depuis quelques jours, le déficit se traduit toujours par de la dette supplémentaire. Elle nous coûte cher et limite nos marges de manœuvre, le budget demeure avant tout un enjeu de souveraineté. Mais oui, mais vu que tu veux dégapider encore plus de thunes dans des comités, des hauts conseils de merde, comment tu veux faire, Eric? Face aux 40 milliards d'euros d'économies à réaliser, y a-t-il des tabous? L'important consiste à ramener le déficit budgétaire en deçà de 3% en 2029. C'est pas assez, Eric! Tu ne maîtrises pas une dette en étant en déficit, connard! Il a arrêté l'école au CP ou quoi? Incapable de faire des soustractions, ce con, là. Cette visibilité rassurera les entreprises comme les marchés financiers. Non, parce qu'ils sont pas cons comme toi! Ces gens-là savent faire des calculs de CE1. Pour cela, la dépense publique doit commencer par être stabilisée. Bah oui, mais c'est pas en créant d'autres comités que tu la stabilises.
En matière de tabou, nous ne souhaitons pas augmenter les impôts, pour l'instant, parce que le niveau de prélèvement fiscal et social est déjà élevé. Oui, en effet. Ni revenir sur le système social français. Les deux plus grosses dépenses publiques, c'est la santé et les retraites. T'es obligé d'y toucher. 20% des retraites distribuées, c'est de la dette. T'es obligé d'y toucher. Qui est un socle de notre pacte républicain. Partons de ces principes, nous aimerons le débat entre tous les acteurs, politiques, territoriaux, syndicaux ou patronaux. Et les Nicolas là-dedans. Les Nicolas qui payent, ils sont où dans la discussion là? Et travailleront à la recherche d'un consensus, y compris sur les retraites et la santé. Ça débutera par une réunion de travail avec les collectivités le 6 mai prochain, avec François Rebsamen, ministre de l'aménagement du territoire. Puis le conclave des partenaires sociaux, ok, donc on va parler à la CGT, c'est bien. L'État mène en parallèle une revue de ses missions lancées par le Premier ministre. Tout cela aboutira à des propositions partagées et discutées au mois de juillet. Ensuite, bien sûr, le Parlement se prononcera sur le budget de loi finance présenté début octobre. Et je souhaite que nous intégrions les parlementaires à toutes les étapes de ces travaux. Et Nicolas, il est intégré quand? Depuis le début de l'année, plusieurs grands patrons se sont attaqués à la fiscalité française. Bernard Arnault et Patrick Pouyanné ont protesté ces jours-ci contre l'excès de réglementation en Europe. S'agit-il d'un divorce entre les chefs d'entreprise et le gouvernement? Plutôt d'une discussion de vue... Oh putain, ferme ta gueule, c'est trop grave. A l'opposé, on reproche souvent au gouvernement successif et au président de la République d'avoir baissé les impôts des entreprises. Qui d'autre que les énormes communistes de la gauche se sont plaints de ça? Nous venons de décider de ne pas reconduire l'an prochain la surtaxe sur les grandes entreprises, très bien. Pourtant prévu pour 2 ans. Si nous pouvons continuer à baisser les impôts de production, nous le ferons. Bah, on attend, hein. J'entends ce que disent les patrons français qui aimeraient que ce soit plus rapide, mais le bilan du président de la République et des gouvernements successifs est incontestable. Baisse de l'impôt sur les sociétés, flat tax, maîtrise des charges. Maîtrise des charges? Maîtrise des charges. Au final, les prélèvements obligatoires étaient de 42,8% en 2024, soit un niveau inférieur à celui en vigueur au début du mandat de François Hollande, sans oublier la stabilité dont nous bénéficions en Europe, qui me paraît enviable par rapport à d'autres régions du monde. Quel est le rapport? On parle des dépenses publiques de la France. Pourquoi tu nous parles de la stabilité européenne? Malgré l'excès de réglementation qu'il souligne, l'actualité internationale démontre les écarts croissants entre les systèmes politiques. Le nôtre, en Europe, est totalement démocratique. Je ne commenterai pas cette phrase, voilà, je ne commenterai pas. Les lois sont votées par des parlements élus, les décisions de l'État ou de la Commission sont contestables en justice, et l'équité, les questions de partage et la transition écologique sont au cœur de notre système politique. Bon, moi c'est bien, il parle d'équité, pas d'égalité, parce que c'est vrai que l'égalité, on l'a bien dépassé déjà. L'évolution du projet américain est différente, notamment en matière de stabilité de l'état de droit et des relations commerciales. L'instabilité de la nouvelle gouvernance américaine ne correspond pas aux attentes des entreprises. Qu'est-ce que tu nous racontes, Eric? Tu dis qu'on est totalement démocratique et maintenant tu dis que le gouvernement américain est instable. Y a pas de rapport. La démocratie, en essence, n'est pas forcément plus stable que d'autres modèles. Les industriels qui ont des activités aux États-Unis sont aujourd'hui confrontés à des difficultés majeures parce que le commerce avec la Chine est fermé, ce qui engendre un désordre considérable dans les chaînes de production. Encore une fois, quel rapport? Que ce soit avec la démocratie ou la régulation. Au contraire, ça va pas dans ton sens. Qu'est-ce qui fait que le commerce avec la Chine est fermé? C'est une taxe. La population en subit aussi les conséquences. Les droits de douane sont avant tout des taxes, bah oui, hein, qui frappent les consommateurs américains. Donc oui, plus tu régules, plus tu taxes, plus c'est la population qui bouffe. Il s'écoute parler ou pas, ce connard? En face, l'Union Européenne marque des points. Ah bon? Elle accélère sur son agenda de simplification et la mise en œuvre des mesures prônées par les rapports Draghi et l'État. Donc oui, donc il y a trop de régulation. L'arrivée d'un gouvernement allemand avec lequel nous avons des agendas communs est un autre facteur positif, de même que la baisse des taux directeurs décidée cette semaine par la BCE. Comme si vous aviez quelque chose à voir avec ça. Bienvenue pour la croissance, qui aura des effets positifs. Le coût de notre dette diminuera, ce qui sera un soutien précieux pour nous aider à respecter notre trajectoire budgétaire. Mais est-ce que la dette diminuera? Eric, avec ton objectif de 3% de déficit en 2029, est-ce que la dette diminuera? En appelez-vous aussi au patriotisme des chefs d'entreprise. Ah, il a bon dos le patriotisme, hein, parce que putain, c'est encore un miracle qu'on ait quoi que ce soit en France. Hein. Nous sommes dans une bataille qui vise en réalité à nous affaiblir, nous devons protéger le modèle européen, alors oui, j'en appelle au patriotisme des chefs d'entreprise, bah appelle donc, mon brave. Ils doivent travailler avec les États pour que cette bataille soit gagnée, si elle était perdue, peut-être que telle ou telle entreprise en tirerait profit à titre individuel, ce dont je doute. Mais toute l'Europe serait perdante et son tissu économique aussi. La solidarité est plus que jamais nécessaire, j'ai réuni cette semaine les fédérations d'entreprises et les... Ok.
Giorgia Meloni était les seuls à Washington, l'UE est-elle unie? Nous y avons été aussi avec le président de la République. Chacun contribue à sa façon. Ouais, donc vous deux, vous avez fait les clowns, et Meloni a fait quelque chose de à peu près sérieux, quoi. Giorgia Meloni utilise sa relation personnelle avec le président américain pour faire avancer le dossier européen. Nous sommes dans une phase de négociation très dure, enserrée dans un délai de 90 jours. Il faudra être unis pendant cette période. Dans ce nouvel ordre du commerce mondial, l'Europe et la France auront leur place. C'est ce pourquoi nous nous battons. Alors là, pour l'instant, tu te bats quand même beaucoup pour atomiser la productivité européenne, hein, enfin, surtout française, mais bon. Vous partez bientôt à Washington, quelles rencontres y sont prévues? Outre les réunions du FMI et de la Banque mondiale, celles du G20 et du G7 seront essentielles, puisque toutes les grandes puissances y seront physiquement présentes, je m'entendrai naturellement avec mes interlocuteurs américains. Bah, pourquoi on va voir le FMI, Eric? Monsieur Ponction-Humbert, pourquoi avons-nous besoin d'aller voir le FMI? On pourrait avoir le rapport de ce qui s'est dit entre vous et le FMI à ce moment-là ou pas? Comment se déroulent vos échanges avec votre homologue américain, Scott Bessent? Bon, après, j'ai l'impression qu'on perd en intérêt. Bon, normalement, vous avez compris que je suis pas le plus grand fan de notre ministre de l'économie et des finances, mais bon, au moins on a pu se marrer un peu avec les comités un peu loufoques du début de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, like, etc. etc. Je vous fais pas la rengaine complète. Et éventuellement lâcher un petit coup d'œil sur la chaîne principale, comme d'habitude.